Donc, merci beaucoup de votre présence. Je vous demanderai de couper vos micros et vos caméras. Merci. Donc, je vais passer la parole à Guillaume Perrin pour l'introduction. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. On est effectivement très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, ce nouveau cycle de webinaires en l'occurrence, consacré cette fois-ci à la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Alors, je vais peut-être vous présenter quelques mots sur la FNCCR, sur Acté, et puis sur ce cycle, évidemment, dont vous assistez aujourd'hui au premier webinaire. Alors, la FNCCR, quelques mots. Donc, on est une fédération nationale de collectivités qui rassemble un peu plus de 800 collectivités adhérentes, touchant 60 millions d'habitants. Gouvernance et financement 100% public sur les thématiques de l'énergie, notamment la rénovation énergétique qui est au cœur du sujet aujourd'hui via la valorisation sur ces deux E. Les réseaux électriques, gaz, chaleur et froid, les ENR, réseaux d'eau et d'assainissement, numérique, économie circulaire, déchets. On embrasse un scope assez large de tous les services publics des collectivités avec un rôle justement de représentation des collectivités au niveau national, d'animation de filière, de conseils, d'édition d'un certain nombre de cahiers des charges, de guides, de MOOC, de formations à destination des collectivités et de tous ceux qui les accompagnent pour faciliter effectivement le passage à l'action. On a lancé du coup sur le slide suivant le programme Acté, en l'occurrence, qui nous permet effectivement de travailler sur la rénovation énergétique du tertiaire. Alors, il y a deux grands axes sur le programme Acté. Un axe de financement du passage à l'acte pour les collectivités avec effectivement des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des sous-programmes, par exemple ce programme Piscine Acto, qui permettent de financer ce passage à l'acte avec financement des audits, de la métrologie, des économes de flux, etc. Tous ces postes et animations locales que vous prenez en tant que collectivité qui permettent ce passage à l'acte efficace. Et puis un deuxième axe qui est plutôt l'axe centre de ressources des collectivités dans lequel s'inscrit pleinement ce webinaire-là, de manière à vous donner un ensemble de documents type cahier des charges, guide, etc. ou bien des outils numériques, par exemple, des simulateurs notamment, pour vous permettre effectivement de mieux travailler vos marchés, votre réflexion et dans l'idée toujours de passer à l'acte. On est vraiment sur une équipe pluridisciplinaire à votre service qui vous finance et vous accompagne. Et il y a également une hotline qui est à votre disposition. Aujourd'hui, donc sur le slide suivant, on est effectivement sur le premier rendez-vous du cycle de ce webinaire consacré à la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Les C2E, on en parlera avec Marc notamment, et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des intervenants, que ce soit Marc Léonard, Marc Larosa ou Nicolas Barrois, évidemment, côté des cas, pour nous partager leur expertise et vous donner un maximum de clés en tant que collectivité ou accompagnateur des collectivités pour savoir comment on mobilise les C2E, qui sont quand même une source de financement importante dans la rénovation énergétique, notamment pour le tertiaire public, et qui permettent de boucler de manière très heureuse son plan de financement. Donc, on aura une première partie avec Marc Gendron, AT2E, le grand expert national des certificats d'économie d'énergie pour bien comprendre le dispositif des C2E. On regardera ensuite avec Léonard de Gerlache un peu plus le fonctionnement du registre EMI, qui est vraiment la place centrale d'échange, d'analyse et de semi-transparence, en tout cas, des prix qui sont pratiqués pour avoir une première version. Marc Larosa nous parlera de C2E Market de manière à mieux évaluer les prix des C2E via cette plateforme-là, via aussi la réflexion un petit peu plus globale qu'on va avoir. Et puis Nicolas Barrois nous permettra de faire un premier pas vers les mécanismes de valorisation des C2E, mécanismes qu'on va beaucoup plus retrouver d'un point de vue pratico-pratique, retour d'expérience, dans le webinaire 2 et le webinaire 3, puisqu'ils seront effectivement consacrés cette fois-ci à des retours d'expérience de syndicats d'énergie, de métropoles, de communautés de communes également, et puis d'AMO qui les accompagnent dans effectivement cette valorisation-là qui permet encore une fois de boucler heureusement les plans de financement des opérations de rénovation énergétique. Donc vous connaissez la DSIL, la DETR, les aides FEDER, les aides et subventions du Conseil régional, parfois de l'ADEME également, et puis tout ce qu'on fait avec Acté pour aider le passage à l'acte. Là, on est plus sur la partie travaux. Et au sein de l'ensemble de dispositifs d'aide ou de financement, on a les C2E qui sont centraux. Et c'est pour ça un peu qu'on a mis en place ce webinaire-là pour vous donner toutes les clés pour les recenser, les collecter et puis surtout les valoriser. J'en ai fini pour mon introduction. Je vous souhaite un très bon webinaire. Comme le disait Emmanuel, on vous remercie de poser vos questions par le chat. On fera en sorte de les relayer à la fin de chacune des interventions de chaque intervenant. Donc vraiment, n'hésitez pas par le chat de manière à participer. C'est aussi votre webinaire. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des cas particuliers éventuellement qu'on peut généraliser le cas échéant, partagez-le.
par le chat. Très bon webinaire à toutes et à tous et à très vite au cours du webinaire. Merci Guillaume pour cette introduction. Je vais pouvoir passer la parole à Marc Gendron sur le dispositif des C2E. J'ai juste une petite remarque sur la présentation de Marc Larosa. Il y a une petite coquille, donc ce n'est pas du tout la plateforme EMI. Hein. C'est mieux évaluer les prix des C2E pour limiter les risques. Voilà. Marc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Partagez votre écran, merci. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là? C'est bon ou pas? Alors, c'est bon, Marc. Super. Bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez mettre le plein écran en bas à droite. Oui, alors attendez, hop. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Guillaume et à Emmanuel pour leur invitation et pour me permettre de parler ce matin des certificats d'économie d'énergie. Alors, je suis donc le délégué général du club certificat d'économie d'énergie à la T2E. La T2E, c'est une association, c'est l'association technique énergie-environnement qui regroupe 6 clubs thématiques, hein, certificat d'économie d'énergie, biogaz, power to gas, stockage d'énergie, cogénération, pyrogazéification. Et dans le cadre du club certificat d'économie d'énergie, en fait, on travaille sur l'interface. On réalise l'interface entre les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs du dispositif C2E, avec des missions autour de la communication, expliquer le dispositif, ces certificats d'économie d'énergie. On a toute la partie gestion du catalogue de fiches d'opérations standardisées, c'est-à-dire toutes les nouvelles fiches, toutes les modifications de fiches passent par notre main avant d'être validées par l'ADEME et la DGEC. Et puis, on a, au sein de notre club, qui regroupe aujourd'hui 500 adhérents, on a une partie questions-réponses à l'ensemble de nos adhérents. Alors, l'idée ce matin, c'est de vous faire un très rapide rappel sur le dispositif C2E, de vous parler des fiches d'opération standardisées et puis de vous raconter ce qui va se passer sur la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Alors, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, d'abord, il faut avoir en tête que ça correspond à une exigence de la directive européenne autour de l'efficacité énergétique. Donc, c'est l'article 7 qui fixe aux États membres la possibilité de mettre en place un dispositif de type certificat d'économie d'énergie pour baisser la consommation au niveau des États membres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ce dispositif, il existe donc depuis 2006. Il a été introduit par la loi PAP en 2005. Et ce dispositif, il oblige les vendeurs d'énergie et les vendeurs d'électricité, gaz, fioul, carburant de mettre en place des actions d'économie d'énergie chez leurs clients ou chez leurs prospects. Et ces actions, elles sont matérialisées par le certificat d'économie d'énergie. Et donc, ces acteurs, ils ont l'obligation, ils sont tous les 3 à 4 ans, on leur fixe des objectifs de baisse de consommation d'énergie. En fonction de leur part de marché, ils prennent une partie de ces objectifs et ils ont 3 à 4 ans pour prouver à l'État français qu'ils ont bien mis en place ces actions d'économie d'énergie. Et vous voyez dans le schéma du bas, ils doivent prouver qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif pour inciter des consommateurs finaux à basculer d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Et s'ils ne réalisent pas leurs objectifs en fin de période, ils payent une pénalité. Et donc, à ce titre, ce sont des acteurs obligés. Et parallèlement à cela, vous avez des acteurs donc, que vous représentez, hein, qui sont les collectivités territoriales, les EPCI, l'ANA, les syndicats d'énergie des départements et régions, qui sont, eux, des acteurs dits éligibles, qui peuvent produire des certificats d'économie d'énergie, mais qui ne sont pas obligés de le faire. Et quand ils produisent des certificats d'économie d'énergie, ils peuvent déposer ces certificats d'économie d'énergie et ensuite les vendre. Et en faisant ça, donc, on a ce qu'on appelle un marché d'échange, et donc ce qui permet de donner une valeur au dispositif, au certificat d'économie d'énergie, voilà, et de fluidifier le dispositif. Alors, le dispositif des C2E, il est matérialisé par les C2E qui sont comptabilisés en kilowattheure CUMAC. Alors, kilowattheure, on comprend, c'est de la consommation d'énergie, et donc de la baisse de consommation d'énergie. Et CUMAC, c'est pour cumuler, actualiser, puisqu'en fait, quand on définit une opération éligible au dispositif C2E, on va calculer les économies d'énergie de cette opération en prenant en compte la durée de vie de cette opération. Je m'explique.
Si vous substituez une chaudière fuel par une pompe à chaleur, par exemple, une pompe à chaleur, la durée de vie, c'est 15 ans. Donc, on va calculer les économies d'énergie de cette pompe à chaleur par rapport à la chaudière fuel sur la durée de 15 ans, avec un taux d'actualisation de 4% par an qui prend en compte la perte de rendement de la machine pendant ces 15 ans. Voilà, pour faire un peu simple. Alors, les certificats d'économie d'énergie, ils sont délivrés par le pôle national certificat d'économie d'énergie de la Direction générale énergie-climat. Et donc, l'obtention se fait par l'obtention de kilowattheures sur un registre qui s'appelle EMI, et donc vous allez avoir une présentation, et sur lequel vous pouvez aussi réaliser des transactions certificats d'économie d'énergie. Certains certificats d'économie d'énergie sont bonifiés dans le cadre de la grande précarité, dans le cadre du CPE et dans le cadre des zones non interconnectées. Et aujourd'hui, les acteurs dits obligés ont 5 manières de produire des certificats d'économie d'énergie. Donc, soit ils utilisent les fiches d'opération standardisées, j'y reviendrai après. Donc, il y a un catalogue de fiches d'opération de 216 fiches d'opération. Soit ils réalisent ce qu'on appelle des opérations spécifiques, soit ils contribuent financièrement à des programmes C2E. Typiquement, le programme ACTE est un des programmes C2E qui permettent, qui est financé par des acteurs obligés. Soit, pour répondre à son obligation, l'acteur obligé peut acheter des certificats d'économie d'énergie sur le marché. Soit il peut déléguer à un tiers son obligation, donc, ce qui veut dire que dans le dispositif, vous avez ce qu'on appelle des délégataires. Aujourd'hui, vous avez 34 délégataires qui prennent une partie de l'obligation des obligés, qui deviennent de ce fait obligés, puisque c'est eux qui sont redevables de la production de C2E sur le niveau d'obligation qui a été délégué. Et s'ils n'atteignent pas ces objectifs, ils devront payer une pénalité. Et puis, dernier point, les obligés ont la possibilité d'acheter sur le marché des certificats d'économie d'énergie pour remplir leurs obligations. Alors, quelques mots sur les fiches d'opération standardisées. Donc, avant ça, les fiches d'opération standardisées, c'est à peu près 90% des volumes C2E produits aujourd'hui sur le marché. Vous avez 6% qui sont faites par des opérations spécifiques. Une opération spécifique, c'est quoi? C'est souvent un industriel qui veut faire une opération sur son process. Il n'y a pas de fiche d'opération standardisée. Dans ce cas, il dépose un dossier spécifique, c'est-à-dire qu'il va identifier une situation de référence, il va identifier une durée de vie de son opération, il va calculer les certificats d'économie d'énergie et il va déposer ce dossier à l'administration pour validation. Et il va toucher des certificats d'économie d'énergie. Et puis, troisième point, c'est les programmes qui représentent à peu près 4% aujourd'hui des certificats d'économie d'énergie. Alors, sur les opérations standardisées, vous avez aujourd'hui 215 fiches d'opération en décembre 2021. Vous voyez que vous avez 58 fiches en résidentiel, 57 fiches en tertiaire, 33 en transport, 33 en industrie, 26 en agriculture et 8 fiches en réseau. Donc, ce qui intéresse le plus les collectivités, bien évidemment, ce sont les fiches essentiellement tertiaires, les 57 fiches, en partie aussi les fiches résidentielles, et puis une partie des fiches réseau, puisque dans réseau, on intègre à la fois les réseaux de chaleur et les réseaux d'éclairage. Si on prend les résultats de la 4e période par secteur, vous voyez que la grande partie des certificats d'économie d'énergie sont produits sur le bâtiment résidentiel, donc 47,7% sur la précarité, bâtiment résidentiel autre en classique 21,8%, et puis sur le tertiaire à 7,2%. Quelques mots donc, sur ces deux secteurs clés qui représentent 76,7% des volumes. Vous voyez qu'en fait, ça représente un certain nombre d'opérations qui ont été enclenchées. Donc, dans le secteur résidentiel, bon, je ne vais pas revenir, pas décrire tout ça, mais vous l'avez, vous voyez, 642 000 isolations des combles, plus de 300 000 isolations des planchers. Dans le secteur tertiaire, c'est des luminaires, de la climatisation performante, de l'isolation des combles, l'utilisation de réseaux hydrauliques, etc. etc. Globalement, ce qu'il faut que vous ayez aussi en tête, c'est que ce dispositif des C2E, aujourd'hui, c'est un dispositif qui pèse à peu près entre 3 et 4 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que c'est 3 ou 4 milliards d'euros que les énergéticiens mettent sur le marché, sur ces différents secteurs, pour faire vivre le dispositif et pour matérialiser leur rôle actif et incitatif.
Quelques mots sur l'ouverture de la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Donc, la fin de la 4e période déjà, parce que c'est aussi important de savoir comment on a fini cette 4e période. Globalement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que donc la 4e période s'est terminée au 31 décembre 2021 et donc on attaque une 5e période du 1er janvier 2022 au 31/12/2025. Alors, l'obligation de la 4e période a été atteinte, elle a même été dépassée puisque globalement, l'ensemble des obligés ont des stocks. Des stocks qui correspondent à peu près à 400 TWh/CUMAC, ce qui veut dire 8 mois de production de la 5e période. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est quand les obligés ont des stocks, ils peuvent utiliser ces stocks pour la période d'après. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien évidemment, afférent à ce volume de certificats d'économie d'énergie, c'est que les prix des C2E sont plutôt en baisse depuis maintenant 2019, puisqu'en 2019, on était autour des 9 €, 9,50 €. Aujourd'hui, on est, vous voyez, les indices spot à décembre, on était à 6,80 €, 6,60 €, et ça continue un peu à descendre. Aujourd'hui, il y a des transactions autour des 6 €, 6,20 €. Voilà. Donc, la tendance du marché est plutôt à une tendance à la baisse du prix du certificat d'économie d'énergie. Néanmoins, il n'y a rien de catastrophique. Ce n'est pas une baisse brutale, mais c'est plutôt une baisse lente. Et ça, c'est d'autant plus important que quand on regarde la fin de la 4e période, on se rend compte qu'il y a eu un certain nombre de modifications de cette 4e période, fin de 4e période, qui vont avoir un impact sur la production de 5e période. Premier point, c'était l'évolution sur les coups de pouce isolation avec l'arrêté du 13 avril 2021 qui donne un vrai coup de pouce, un vrai arrêt, on va dire, du coup de pouce isolation. Et donc, et vous le voyez sur les productions, on voit que dès le mois de juillet, il y a une baisse très forte de la production sur les coups de pouce. Donc, bien évidemment, ça veut dire qu'on va produire moins de volume sur en début de cette 5e période du fait de cet arrêté de coup de pouce isolation. C'est amplifié en plus là par la modification des fiches isolation en décembre, puisque toutes les fiches isolation /EN101, /EN102, /EN103 ont été modifiées, et c'est des baisses de l'ordre de 20 à 60% des forfaits. Donc tout ça, ça va ralentir la production, sachant que ces fiches isolation représentaient à peu près 22% de la production des certificats d'économie d'énergie. Parallèlement à ça, l'arrêté du 28 septembre 2021 est venu renforcer très fortement les contrôles des certificats d'économie d'énergie. Donc complexifier quelque part la production des certificats d'économie d'énergie. Et puis, en parallèle, suppression des bonifications CPE, notamment pour les CPE en industrie. Alors, les CPE en tertiaire et en résidentiel restent d'actualité, mais en CPE en industrie, c'est supprimé à partir du 1er janvier 2022. Ce qui veut dire que, globalement, on a certes du stock, mais un ralentissement très fort de la production aujourd'hui, ce qui devrait compenser cette baisse des prix et soutenir un peu le marché. Voilà un peu les grandes tendances de cette fin de 4e période. Alors, si je regarde maintenant les éléments clés de la 5e période, quels sont-ils? Un premier point, c'est une période de 4 ans, c'est-à-dire on démarre donc 1er janvier jusqu'à décembre 2025. Alors ça, c'est une nouveauté puisque jusqu'à maintenant, la DGEC fixait des périodes de 3 ans. Donc, ça permet de donner un peu plus de visibilité à l'ensemble des acteurs sur la période. Ensuite, une obligation qui est de 2500 TWh/CUMAC, dont 730 au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette obligation, facialement, on peut se dire, par rapport à la 4e période, c'est juste une augmentation de 17%, sauf que ce n'est pas si simple que ça, puisque, en fin de compte, parallèlement, en réalité, parallèlement à cette fixation d'objectifs, la DGEC a fortement diminué les bonifications. Les bonifications, c'est quoi? C'est vous prenez un volume de C2E que vous venez multiplier de manière artificielle. C'est quelque part la planche à billets des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que c'est des faux certificats d'économie d'énergie qui ne réalisent pas réellement d'économie d'énergie.
D'ailleurs, ces bonifications ne sont pas remontées au titre de l'article 7 de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Donc, toujours est-il que sur cette 5e période, la volonté de la DGEC, c'est de revenir au basique du dispositif C2E, c'est-à-dire les économies d'énergie, et donc de baisser à la fois les bonifications et les volumes programmes. Ce qui veut dire qu'en C2E réel, en fait, l'évolution entre P4 et P5 est de 35%. Donc, quelque part, il y a quand même un fort accroissement des volumes des C2E qui seront demandés aux acteurs du dispositif. Ensuite, on a des pénalités qui restent à 15 € par mégawattheure CUMAC pour les C2E classiques, 20 € pour les C2E précarité, ça c'est nouveau. On redonne un signal fort sur la valorisation des C2E précarité. Un pilotage renforcé sur l'ensemble du dispositif avec des déclarations annuelles des ventes d'énergie, publication annuelle de la liste des obligés, un suivi trimestriel des C2E engagés, et puis, je l'ai dit, un renforcement des contrôles. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y aura probablement, avec la refonte attendue de la directive européenne, une modification de l'obligation pendant la 5e période, probablement autour de 2023, puisque la directive européenne aujourd'hui, donc les discussions ont commencé au 1er juillet 2021, va augmenter, va accroître le niveau d'augmentation du niveau d'obligation. Donc, on passerait de 0,8% à moins 1,5% par an de baisse de consommation. Donc, ce qui veut dire qu'on aura probablement besoin d'augmenter l'obligation de cette 5e période. En plus de ça, parallèlement, il y aura probablement une baisse de gisement, puisqu'il y aura une exclusion des économies d'énergie issues de la combustion directe des énergies fossiles, et puis la non prise en compte des économies d'énergie issues des sites UETS, donc des sites soumis à quotas gratuits. Donc voilà un peu dans les grandes lignes. En conclusion, la 5e période démarre avec du stock. Néanmoins, quand on regarde la production, il y a quand même des signaux qui démontrent que la production ne sera peut-être pas si facile à faire que ça sur cette 5e période. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marc. C'est très clair, effectivement. Peut-être une ou deux questions à te relayer, notamment sur la vision globale côté de la 5e période, pardon, en l'occurrence. Est-ce que, du coup, tu penses qu'il va y avoir un effet... Il y a certains éléments qui posent question. La question du contrôle, je peux revenir très brièvement, parce que c'est une des questions qui a été mise en avant. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur le marché, le prix moyen d'échange du C2E, de ta vision? Il y a certains éléments qui ouvrent, notamment on le voit en volume, en même temps des restrictions plus fortes dans l'utilisation en tant que telle. Ton sentiment à l'heure actuelle, est-ce que quelle pourrait être la tendance de la courbe à venir? On posera aussi la question à nos intervenants suivants à ce niveau-là, puis peut-être un petit point sur le contrôle aussi, par rapport au GT qu'on a ensemble notamment. Alors, première question sur les prix. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le dispositif C2E est un dispositif qui est un marché en fait, qui a une inertie très forte. Ce qui veut dire que la baisse des prix aujourd'hui, je pense qu'on va encore les voir pendant 6 mois, voire même jusqu'à la fin de l'année, avant que la production redémarre réellement. Donc ça, c'est un peu ma vision. Moi, je dirais que jusqu'à 2022, ça risque probablement de baisser encore un peu. Et puis, ça remontera après. Ça, c'est le premier point. Sur les contrôles, ça c'est un vrai sujet qui inquiète beaucoup et notamment qui inquiète les collectivités à juste titre, puisqu'en fait il y a eu un renforcement des contrôles. Donc vous avez deux types de contrôles, vous avez des contrôles par contact et des contrôles sur site, et avec des niveaux qui sont demandés maintenant sur l'ensemble des lots, sur les volumes de C2E contrôlés. Ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, sur les volumes de C2E contrôlés, sur les dossiers contrôlés, il y a une augmentation avec des taux maximum de contrôle non satisfaisants. Et donc, on renforce réellement côté obligé, délégataire, producteur de C2E. Il y aura la nécessité de renforcer les contrôles. Ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que parallèlement à ça, la DGEC de son côté va aussi renforcer ses propres contrôles, puisqu'elle va doubler le volume de contrôle que la DGEC a à sa main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pôle national C2E peut tout à fait aller contrôler de dossiers in situ. Donc, ils vont doubler le volume des contrôles sur cette 5e période. Et puis, parallèlement à ça, on associe aussi les artisans, puisque le RGE va se renforcer.
Donc, il y a une volonté très, très forte, clairement, de la DGEC de maîtriser la qualité des travaux sur ce dispositif des C2E en s'appuyant justement sur tout ce dispositif des contrôles. Juste pour terminer sur le dispositif des contrôles, il faut que vous ayez en tête que côté AT2E, FNCCR, Amorce, on a monté un groupe de travail, plus la région Rhône-Alpes-Verte, on a monté un groupe de travail pour remonter à la DGEC les difficultés que risque de poser cet arrêté du 28 septembre 2021 pour les éligibles. C'est vrai que l'idée que l'on... vas-y. Non, je t'en prie. Oui. L'idée que l'on a, c'est de sensibiliser la DGEC pour voir s'il n'y a pas matière à faire évoluer la DGEC sur ce sujet des contrôles, notamment lorsque vous passez par des appels d'offres publics, puisque déjà dans les appels d'offres publics, il y a un certain nombre de cadres qui sont existants. Donc voilà, donc sachez qu'on travaille sur ce sujet avec la FNCCR. Ouais, c'est assez central, effectivement. Vous êtes beaucoup d'adhérents ou de lauréats à nous interroger et nous interpeller sur ce sujet-là. Donc, effectivement, on a un groupe de travail étroit, une task force qui est vraiment en action assez étroite de manière à bien porter ces propositions auprès de la DGEC. Peut-être deux questions très rapides, Marc, avant de passer la main au niveau des intervenants suivants et garder le timing de notre cycle de webinaire pour ce premier webinaire-là. Le seuil de la plateforme EMI, donc, qui est fixé aujourd'hui à 50 gigawattheures, qui a priori est un seuil stable. Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions là-dessus? Puis deuxième question très rapide, cite-nous 2-3 fiches usuelles, faciles à mettre en place pour une opération de rénovation énergétique dans du tertiaire, notamment public. On a vu, tu nous as montré vite fait les statistiques de la lettre C2E du ministère. Est-ce que tu as un conseil à donner aux collectivités en disant, voilà, massifions, vous prenez ces deux fiches-là et vous faites une opération assez facile avec un équilibre financier qui est intéressant par rapport au C2E? Alors, sur le seuil des 50 gigawattheures CUMAC, c'est effectivement des discussions qui ont été lors de la concertation P5 qui sont ressorties, très fortement notamment côté collectivité, où clairement les collectivités, enfin les éligibles, pour faire simple, ont milité pour ne pas baisser ce seuil, sachant que la volonté de la DGEC, c'était de passer de 50 gigawattheures CUMAC à 300 gigawattheures CUMAC, de seuil de dépôt. Pour l'instant, la DGEC nous a entendus. Et la DGEC, le discours de la DGEC aujourd'hui, c'est de dire on se donne 6 mois, 1 an pour voir si les demandeurs respectent bien ce seuil de 50 gigawattheures CUMAC, voire au-delà. C'est-à-dire qu'en gros, la DGEC demande aux acteurs de déposer plus de 50 gigawattheures, voire 100, 200, 300 gigas quand ils peuvent, pour éviter d'avoir une multiplicité de dépôts de seuil à 50. Voilà. Donc, pour l'instant, le sujet a été en partie évacué, mais sous contrôle de la DGEC. Voilà, donc, ça pourrait revenir. Mais pour l'instant, on est bon, on est passé sur cette 5e période en conservant ces seuils. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les fiches d'opération. Disons, en 15 secondes, donne-nous 3-4 fiches clés où tu dis, voilà, c'est facile, c'est rapide, ça correspond à des opérations de réno tertiaire, et puis ça vous fait un gain de C2E, donc un équilibre d'opération qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner en opération, en BAT, isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire? Ça, c'est une solution qui est assez facile à mettre en place. Parce que les travaux sont simples à réaliser et c'est une solution qui génère bien évidemment des économies d'énergie et qui est relativement bien rémunérée. Voilà. Ensuite, vous avez, c'est la deuxième fiche du top 18 des fiches, c'est la BAT N103, c'est l'isolation d'un plancher en tertiaire. Ça, c'est pareil, c'est assez intéressant. Et puis la troisième qui est très utilisée, c'est le système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid. Donc là, vous avez un groupe de production de froid, vous venez récupérer la chaleur et vous vous servez de cette chaleur, notamment pour chauffer soit de l'eau chaude sanitaire, soit du chauffage sur un bâtiment tertiaire. Ça, ce sont 3 fiches qui fonctionnent bien. Donc, si elles fonctionnent bien, ça veut dire qu'elles sont relativement faciles à mettre en œuvre et 2, qu'elles sont suffisamment rémunératrices pour bien accompagner le montant total des travaux.
Et ça, c'est très précieux. Merci Marc, parce que quand on fait un audit et qu'on regarde le critère temps de retour sur investissement, le fameux ROI plus industriel, effectivement, ça a un impact immédiat du coup. Donc, vous avez dans les deux actions qu'on citait Marc, les trois, pardon, deux actions à gain rapide déjà. Donc, du coup, ça va encore plus vite et ça permet d'entraîner d'autres actions derrière. C'est ça qui est intéressant. Une action à un gain un petit peu plus long, l'isolation de plancher bas en l'occurrence, mais qui, grâce au C2E, permet d'avoir une réduction. Donc, ça, c'est extrêmement précieux en termes de gestion de son opération. Merci beaucoup, Marc. Je vais repasser Merci à vous. C'était très clair, donc toutes les présentations, vous les aurez en accès. Je laisse Emmanuel introduire l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Merci Marc pour votre présentation et la réponse aux questions. Donc, nous allons accueillir Léonard de Gerlache de EX concernant la plateforme EMI et le guide utilisateur. Léonard, je vous laisse partager votre écran. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel et Guillaume pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien celui-ci. Je vais le mettre en grand, bien sûr. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait, merci beaucoup. Super. Merci donc pour l'organisation de ce webinaire. Alors, Emmanuel m'a prévenu que j'avais que 10 minutes, donc je vais vérifier ma montre pour être dans les temps et dans les clous pour pouvoir ensuite poursuivre avec les autres intervenants. Donc, en deux mots, voilà donc un petit peu la logique de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu le rôle du teneur que nous sommes, EEX, avec voilà, nos objectifs. On va vous présenter aussi rapidement, puisque Marc l'a très bien fait déjà, le schéma du dispositif des C2E, mais plus sous un angle, disons, fonctionnel et sous un angle registre EMI. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur la plateforme EMI, donc un petit peu l'organe vital finalement des C2E dans le transfert, dans la création des dossiers, dans le crédit des C2E sur les comptes. Et donc, on regardera notamment l'ouverture d'un compte sur la plateforme. On regardera aussi des généralités sur les dépôts de dossiers. Et enfin, on abordera un troisième point qui est important, donc c'est le transfert de C2E sur la plateforme. Et enfin, je vous ai mis une dernière slide avec certains liens utiles. Voilà, n'hésitez pas à vous y référer. Et comme vous l'aviez dit, Guillaume et Emmanuel, donc voilà, cette présentation, je vous la partagerai à la fin de ce webinaire. Donc, quel est le rôle du teneur? Je voulais tout d'abord aborder un petit peu d'historique. Donc, EEX, anciennement PowerNext, on est devenu donc, le teneur du registre au 1er janvier 2018 pour la mise en place donc, de la 4e période sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, on a eu, en fait, avant ça, c'était un autre teneur qui était en charge donc, de la tenue du DEMI. Donc, il y a eu cette phase de transition qui a duré quelques mois. Donc, nos objectifs, c'était d'assurer une continuité de fonctionnement du registre lors de cette période transitoire, puisqu'on change quand même d'environnement pour la plateforme. C'était d'assurer les opérations quotidiennes sur le registre et aussi assurer une parfaite transition du teneur pour les utilisateurs, c'est-à-dire que ce soit, entre guillemets, le moins douloureux en termes d'utilisation de la plateforme pour les utilisateurs du registre. Quels sont nos objectifs généraux et notre rôle en tant que teneur du registre? Tout d'abord, c'est d'implémenter les nouvelles réglementations sur le registre. Donc, ça peut être des nouvelles fiches, des arrêtés, la création de reporting. Bon, la liste est longue, voilà, je vous ai mis quelques éléments. C'est d'assurer les opérations quotidiennes sur le registre. Donc, ça va être les ouvertures de comptes, le crédit et les transferts de C2E notamment. Ça va être aussi, par exemple, les annulations de volume de C2E à la fin d'une période, dans la période dans laquelle nous sommes, puisque nous commençons la 5e période. Aussi, nos objectifs principaux, c'est d'assurer une stabilité du registre via les mises à jour informatiques et les résolutions de bugs pour les utilisateurs, ils puissent avoir un accès quasiment constant à la plateforme. On communique aussi beaucoup avec l'utilisateur, ça fait partie d'une de nos priorités via des instances, comme par exemple aujourd'hui ou alors hier, Marc, avec le GTA T2E, des communications sur le registre et par mail. Et puis enfin, un de nos rôles, c'est aussi de répondre aux questions des utilisateurs via le support. Donc voilà un petit peu pour notre rôle et nos objectifs. Donc je passe à la suite. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est juste pour qu'on puisse avoir une idée. Donc EMI, c'est vraiment finalement l'organe vital entre le gouvernement et les utilisateurs finaux en termes informatiques. C'est la plateforme qui est à disposition donc, des acteurs, enfin, de tous les acteurs.
pour justement voilà, déposer leur dossier, avoir des délivrances de C2E, effectuer éventuellement des transferts de C2E entre acteurs. Donc voilà, EMI, c'est vraiment l'organe vital de ce mécanisme-là. Donc, je passe très rapidement, hein, puisque Marc a très bien décrit les objectifs. Donc, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail sur la plateforme EMI. Donc, chaque acteur dispose d'un compte, hein, justement, sur le registre national des certificats d'économie d'énergie. Donc, globalement, cette plateforme informatique permet donc de déposer des dossiers d'opération effectués et de suivre le processus justement du dépôt de dossier. On y reviendra juste après. Pour le PNC2E, cette plateforme permet, donc le PNC2E, le pôle national des certificats d'économie d'énergie, ça permet donc de valider aux utilisateurs les dossiers d'opération ou de refuser certaines opérations en cas voilà, de détection d'anomalies, par exemple. C'est d'effectuer des transferts de C2E entre acteurs, de suivre les volumes de C2E acquis pour les acteurs et de consulter les courbes de prix des C2E. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités globales, on va dire, hein, de la plateforme informatique. Donc, on voulait aborder avec vous donc, la partie ouverture d'un compte qui semble être quand même assez primordiale pour vous. Donc, c'est une ouverture finalement qui s'effectue en 4 étapes. Tout d'abord, pour l'utilisateur qui souhaite ouvrir un compte, il faut qu'il effectue une demande d'inscription sur le registre. Donc, globalement, il doit choisir un identifiant et un mot de passe. Il y a une fiche de renseignement qui lui est communiquée, qui lui permet en fait de renseigner certaines informations, comme par exemple l'adresse de l'utilisateur, le SIREN, etc. Il faut envoyer donc ce dossier d'admission au département admission de EEX, qui ensuite le transfère au PNC2E. Donc, après réception du dossier, il y a la vérification. Une fois que la vérification est effectuée, il y a ouverture du compte lorsque des frais d'ouverture sont réglés. L'utilisateur doit s'acquitter de frais d'ouverture justement pour cette opération sur le compte. Et dès qu'il y a la validation du dossier, l'utilisateur est averti par mail de l'ouverture de son compte. Donc, voilà les 4 étapes pour l'ouverture d'un compte. Je voulais aborder donc un autre thème, hein, donc c'est la création d'un dossier de demande de C2E. Sur la plateforme, l'utilisateur peut créer des dossiers de demande de C2E sur des opérations standardisées ou spécifiques. Donc, une fois qu'il a créé son dossier, ce dossier est lui-même est donc directement envoyé au PNC2E qui le consulte et qui valide le dossier. L'utilisateur est aussi averti sur la plateforme à quelle étape, disons, se situe son dossier. Il peut arriver que, comme je vous l'ai dit auparavant, que le PNC2E refuse certaines opérations. Dans ce cas-là, l'utilisateur doit retirer les opérations dans le dossier d'opération en question et donc doit le resoumettre ensuite au PNC2E. Une fois le dossier validé donc, par le pôle national, donc EEX, le teneur, disons, émet la facture liée aux frais d'enregistrement et une fois les frais acquittés par l'utilisateur, on crédite les C2E sur le compte de l'utilisateur. Alors, il y a aussi la possibilité d'effectuer des transactions de C2E. C'est ce qu'on appelle un ordre de transfert. Donc, c'est une transaction de C2E entre deux parties, entre un acheteur et un vendeur. Donc, les deux parties se mettent d'accord sur un montant de C2E à échanger, quel que soit le type de C2E, que ce soit des C2E précarité ou classiques, et se mettent d'accord aussi sur un montant. Donc, sur un même ordre de transfert, et depuis peu, on peut échanger simultanément des C2E classiques et des C2E précarité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc, ensuite, l'ordre de transfert doit être signé par chacune des deux parties. Alors, il y a 2 types de signatures disponibles. Auparavant, il n'y avait que la signature manuscrite, donc c'est-à-dire que chacune des contreparties devait signer de son côté l'ordre de transfert et ensuite le transférer au teneur. Maintenant, il est possible d'effectuer ce qu'on appelle un ordre de transfert électronique, donc c'est-à-dire qu'il y a une signature électronique, ça permet d'avoir des délais de traitement plus rapides. Cependant, il est toujours possible de faire la signature manuscrite. Donc, tout ça est disponible via
sur EMI la partie transfert et sur effectuer une transaction. Il est possible aussi donc sur EMI, alors à la fois sur la partie publique, ce que j'appelle la partie publique, donc c'est le site emi.fr tout simplement, de consulter la courbe des prix de C2E. Marc en a parlé un petit peu, donc on les publie chaque mois. Il y a donc la publication des prix pour les C2E classiques et pour les C2E précarité. Et il y a la publication de 2 indices, le coût moyen pondéré et ce qu'on appelle l'indice spot. Donc ça reflète l'indice des transactions qui ont été enregistrées dans un mois M et dont les accords commerciaux ont été conclus entre un mois M-1 et un mois M. Donc, ça représente un petit peu l'état actuel des prix du marché. Parce qu'il faut savoir que sur certaines transactions, des accords commerciaux ont été négociés, disons, plusieurs mois auparavant. Et donc, ça ne représenterait pas forcément les prix à ce moment-là. Donc, voilà donc, pour la consultation des courbes des prix des C2E. Et enfin, je vous ai mis donc, en dernière slide quelques liens utiles. Donc, forcément, le site de la plateforme EMI. Il faut savoir aussi qu'il y a un guide d'utilisateur de la plateforme EMI qui est disponible. Donc, je l'ai transféré à Emmanuel. Voilà, cela fera partie du package, disons, à la fin du webinaire. Donc, il y aura donc, cette présentation plus le guide d'utilisateur. Nous l'avons aussi communiqué par mail aux utilisateurs en début de semaine. Et je vous ai mis aussi donc l'adresse mail du support côté teneur. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai tenu, je crois avoir tenu les 10 minutes. C'était un petit peu rapide, mais bon, malheureusement, il y a d'autres intervenants. Donc, voilà. Merci Léonard pour cette présentation. Donc oui, en effet, j'ai bien reçu le guide d'utilisateur, donc je pourrais le transmettre si besoin et à la demande aux collectivités. Alors, j'ai une question. Alors, est-ce intéressant pour une petite commune d'ouvrir un compte sur EMI pour valoriser des C2E? Alors, oui, enfin, il est toujours intéressant donc même pour une petite commune, et nous en avons hein, sur le registre des petites communes qui ont leur compte. Cela permet de gérer directement elles-mêmes leur dossier et comme ça, en fait, peut-être avoir plus la main, disons, sur leur dépôt de dossier. Mais je sais qu'il y a d'autres communes qui peuvent passer par un regroupement autour d'un seul acteur. Mais voilà, donc je veux dire les deux autres choses. J'intègre tout ça, on réfléchit, puis on lance les actions. Merci Léonard. J'ai une dernière question. Existe-t-il des formations existe-t-il des formations pour la réalisation et le dépôt des dossiers C2E sur EMI pour aller plus loin? Alors, utilisateur classique. Oui, alors actuellement, il n'existe pas de formation en tant que telle, c'est-à-dire que nous mettons à disposition des supports permettant justement d'aiguiller les utilisateurs. Je pense que le guide utilisateur que je vous ai transmis permet justement de répondre à un certain nombre de questions, mais nous sommes actuellement en train de réfléchir à faire un petit peu comme vous, c'est-à-dire un webinaire qui permettrait de présenter les fonctionnalités un petit peu plus en détail globalement sur la plateforme EMI. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'avancée de cette réflexion. Merci Léonard. Alors, dernière question et après nous devrons passer à la présentation suivante. Pouvez-vous nous rappeler quelle est la différence entre les C2E classiques et les C2E précarité? Alors, disons, c'est deux identités de C2E différentes. Ça a été mis en place, en fait, pour justement répondre à un objectif qui est de favoriser des opérations auprès des ménages précaires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette mise en place, justement, de ce type de C2E. Merci Léonard. Donc, merci pour votre présentation. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer à la présentation suivante. Ouais. Merci à vous. Merci Léonard. Donc, Marc Larosa de C2E Market va nous présenter la thématique « Mieux évaluer les prix des C2E pour limiter les risques ».
Marc, je vous laisse prendre. Oui, bonjour. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Est-ce que vous voyez correctement mon écran là? C'est OK pour nous. Si vous pouvez la mettre en plein écran, c'est en PDF. Bon, ça devrait aller. Est-ce que là, ça passe en plein écran, non? Non. OK, alors, OK. Okay. Alors, attendez. Sinon, c'est ça. Voilà, on voit quand même. C'est pas en plein écran, mais c'est suffisamment lisible, hein, si jamais. OK. Très bien. Bon, merci. Alors, si je peux mettre en plein écran comme ça, affichage lecture, je crois, mode lecture, ça permet de voir complètement. Est-ce que c'est un peu mieux? Voilà, bon, bonjour à tous. Je voulais vous présenter effectivement la solution que nous avons en place qui s'appelle C2E Market. Cette solution, avant tout, permet effectivement d'apporter de la transparence au marché des C2E. C2E Market, c'est une plateforme de négociation en fait, de C2E qui permet de valoriser au mieux les C2E qui sont produits par évidemment les collectivités locales en particulier. Mais ça permet aussi à tout instant de disposer d'un indice de prix particulièrement fiable et transparent. Et c'est ce que j'ai l'intention de vous expliquer aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, la manière dont nos indices apparaissent pour chacun de nos adhérents ou de nos abonnés. Ce sont des indices qui permettent effectivement d'avoir une visibilité sur le prix le jour J, donc le jour effectivement d'aujourd'hui, hein, le jour présent, et qui permettent aussi de vous projeter sur quels sont les prix qui sont attendus par le marché, donc des prix de vente et d'achat à terme, sur différentes échéances. Donc, vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, on va jusqu'en 2024 et donc on a déjà des transactions qui sont faites sur des C2E qui vont être livrés sur l'année 2023 ou sur l'année 2024. Et vous voyez par exemple effectivement qu'ils se négocient à un prix plus élevé que les prix auxquels se négocient les C2E pour une livraison immédiate qui est le marché spot aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est intéressant pour les collectivités? En l'occurrence, évidemment, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir quel est le vrai prix de marché de ces C2E et donc de pouvoir en tirer les conclusions quant au projet, la manière dont ils sont finançables, viables, etc. Et éventuellement de mettre en concurrence, si vous ne vendez pas directement vos C2E sur une place de marché comme C2E Market, de mettre en concurrence les primes qu'on vous offre. Mais ça permet aussi d'avoir des contrats avec des acheteurs de C2E en face de vous, qui peuvent être des obligés, qui peuvent être des délégataires, des mandataires, qui utilisent une référence de marché pour, si vous voulez, déconnecter les deux aspects qui sont, un, la production de C2E, qui est une réalité technique et une réalité industrielle, effectivement, de réalisation de chantiers, etc., et donc une commercialisation derrière d'une certaine quantité de C2E auprès d'entreprises dont vous avez pu juger la fiabilité dans le processus de gestion administrative que vient de décrire EX juste avant moi. Et donc, cette partie-là, effectivement, peut être complètement indexée, si vous voulez, sur un prix de marché. Et ça veut dire que la seule responsabilité que vous confiez effectivement à ces entreprises, c'est de déposer les dossiers. Et puis ensuite, la fixation du prix, elle va être au plus près du marché réel à travers des indices qui reflètent le prix de marché. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul indice qui reflète le prix de marché, c'est celui de C2E Market. Je vais montrer effectivement que les informations que fournit CENI sont pour le moment, depuis toujours, pas celles qui représentent le prix de marché actuel. Donc voilà, effectivement, la principale utilisation de ces indices, c'est une capacité d'indexer et une capacité de comprendre la réalité du marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que des indices soient effectivement fiables? On a besoin de trois choses. On a besoin d'une homogénéité, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dans l'indice soit de même nature. Et je vais expliquer effectivement ce qu'il y a derrière. On a besoin d'avoir un échantillon suffisamment représentatif du marché. Et puis, on a besoin évidemment que ces indices soient construits de manière absolument cohérente, fiable, et que le processus de construction soit clair et transparent. Alors, en l'occurrence, la première chose, effectivement, et c'est là où il y a une très très grande difficulté dans les indices que vous allez trouver chez EMI, c'est la standardisation des contrats.
une place de marché, comme C2E Market, ce sont des contrats standards. C'est-à-dire que tout le monde, sur notre place de marché, exécute des achats et des ventes avec le même contrat, qui est un contrat qui est indexé à notre règlement de marché, qui prévoit pour tous les mêmes conditions de paiement, c'est-à-dire un paiement sous 15 jours, qui permet pour tous la même flexibilité sur la livraison, qui permet sur donc une livraison très précise. Vous avez une livraison sur S1 2022, c'est une livraison sur S1 2022, premier semestre 2022, vous n'avez pas possibilité de déborder. Et donc, vous avez effectivement un impératif, si vous voulez constituer un indice qui soit représentatif, de préciser ce qu'il représente. Et donc là, effectivement, nous, on a choisi un contrat type, qui est le contrat, effectivement, qui est dans notre règlement de marché et donné à tout le monde, qui permet de voir de manière très transparente quels sont les prix auxquels les C2E s'échangent. Donc ça, c'est le premier impératif. Et donc, typiquement, vous n'avez pas de terme de prépaiement comme vous avez dans certains contrats et qui viennent fausser les indices qui les prendraient en compte aujourd'hui. La deuxième question, c'est est-ce qu'ils sont représentatifs? Donc aujourd'hui, C2E Market, c'est 23 entreprises, des petites, des grosses, des délégataires, des obligés carburant, des obligés électricité, gaz, des usines d'électricité de Metz, par exemple, qui sont des unités locales, des petits délégataires, etc. Donc, vous avez à la fois en nombre et en diversité, sur la place de marché, une représentativité assez unique, avec en plus, ce qui est très nouveau, l'arrivée d'une banque, donc BNP Paribas, qui vient de rejoindre C2E Market, en l'occurrence, pour être capable de mieux financer les projets, effectivement, de certificats d'économie d'énergie, à travers, effectivement, cette compréhension du marché qui est celle donnée aux adhérents de C2E Market. Donc ça, c'est un élément, évidemment, déterminant. D'un point de vue représentativité, évidemment, la question des volumes échangés est aussi importante. Donc, vous voyez effectivement quelques chiffres qui caractérisent notre activité. Vous voyez qu'on a effectivement un peu plus de 20 TWh de produits échangés, une partie en spot, mais une partie pour des livraisons futures, majoritairement d'ailleurs pour des livraisons futures. Vous voyez aussi qu'on a beaucoup d'obligés sur la plateforme comparativement effectivement aux délégataires. Et puis, le dernier morceau, qui est un morceau important parce que, vous allez le voir, c'est une partie importante de notre capacité de produire des prix tous les jours. C'est un carnet d'ordre, c'est-à-dire que tous les jours, on a une dizaine de TWh d'engagement d'achat et d'engagement de vente sur la plateforme qui sont proposés. C'est-à-dire, par exemple, un objet qui dit « moi, je suis acheteur de 200, 500 gigawattheures pour une maturité de livraison fin 2022 à un prix qui serait 6,10 €, 6,20 €, etc. » Donc, tout ça, ça représente un peu plus de 10 TWh et ça forme une base, en fait, importante d'information pour nous pour établir un prix les jours où il n'y a pas de transaction, mais je vais y venir derrière. Comment se présente finalement notre place de marché pour vous montrer un petit peu aussi la présence tout au long des différentes maturités. Donc, vous voyez par exemple ici, on a sur une échéance et sur une des qualités, donc il y avait la question tout à l'heure précarité classique, là on est sur du classique pour S1 2022. On est capable de voir où sont les différents acheteurs et où sont les différents vendeurs. Donc, par exemple ici, on voit que j'ai un acheteur pour 100 gigawattheures qui veut payer 6,05, un deuxième pour 200 gigawattheures qui veut payer 5,90. Ça, c'est une information en temps réel, c'est-à-dire qu'à un instant T, si effectivement j'ai un vendeur qui est intéressé, il peut immédiatement sélectionner l'offre du vendeur et exécuter cette transaction. Et ça c'est effectivement extrêmement important, parce que ça permet d'avoir une information qui était une information complètement temps réel et non pas une information d'il y a quelques mois, comme vous avez vu précédemment. In fine, le processus de sélection. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un petit peu lourd pour aujourd'hui, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais on a un processus de sélection très rigoureux qui, effectivement, par cascade, en fonction de la qualité de l'information dont on dispose, est-ce que c'est une transaction, est-ce que c'est un carnet d'ordre, on a une capacité, effectivement, de former des prix. Et à la fin, si la situation ne nous satisfait pas encore, on a la réunion d'un comité d'experts qui peut lui-même, avec 5 experts, valider un prix de marché tous les jours pour être certain qu'on est effectivement sur un prix qui est représentatif.
Alors, en conclusion, ça veut dire quoi d'un point de vue précision de nos prix? Alors, je suis désolé, ce graphe est un petit peu chargé, mais il est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je me suis permis de vous le présenter. Il présente les prix de C2E Market qui sont en ligne continue et en comparaison les indices mensuels spot qui sont censés être les plus représentatifs d'EMI pour à la fois les C2E classiques et les C2E précarité. Les C2E classiques sont en bleu, les C2E précarité sont en orange. Et vous voyez typiquement qu'une place de marché qui a une information précise sur les prix va être capable d'anticiper, comme vous le voyez ici sur la descente de début d'année dernière, sur le mois de février, un mouvement de prix avec des mois d'avance sur un indice qui est constitué effectivement sur un amalgame de prix du passé. Et donc, vous voyez effectivement que C2E Market avait anticipé, en réalité, c'est plutôt les prix d'EMI qui sont en retard, enfin, avait montré l'évolution des prix avant même que EMI se soit effectivement intégré et pu intégrer ces prix parce qu'effectivement, ils ont les prix de mois précédents. Si vous regardez également un autre élément intéressant, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de standardisation sur les contrats qui sont retenus dans les indices émis fait que vous avez des mois sur lesquels vous avez des situations absurdes, sur lesquelles, par exemple, alors même que, comme ça vous a été expliqué, vous pouvez utiliser des C2E précarité pour remplir des obligations de C2E classiques, ça veut dire que les C2E précarité doivent toujours valoir au moins des C2E classiques dans toute utilisation, et bien il y a des mois sur lesquels vous avez effectivement ici, par exemple, 7,75 sur les C2E précarité et moins de 7,25 sur les C2E classiques. Donc, des situations qui sont complètement anormales et qui viennent du fait qu'effectivement l'échantillon n'est pas homogène voilà, dans ce qui est retenu sur EMI, alors qu'effectivement vous avez une situation qui est beaucoup plus logique sur C2E Market. Voilà. In fine, pourquoi je vous dis tout ça aussi, c'est parce que nous avons, depuis plusieurs mois, décidé de mettre à disposition de tous ces indices de prix dans leur forme moyenne mensuelle. Et donc, pour ceux que ça intéresse, la présentation circulera, mais vous pouvez le faire dès à présent. Il vous suffit de flasher le code qui est ici, le code barre qui est ici, le QR code qui est ici, pour vous abonner complètement gratuitement à nos indices mensuels et donc pouvoir les utiliser au fur et à mesure que vous en avez besoin. Ça vous permettra de valoriser au mieux les opérations que vous êtes en train de faire et de savoir effectivement même à terme si vos opérations vont livrer dans plusieurs mois, quelles sont les anticipations des acteurs du marché, mais également effectivement d'indexer directement vos indices sur C2E Market et de pouvoir recevoir les indices tous les mois pour suivre l'évolution des prix de vente. Voilà, j'espère que j'ai à peu près tenu dans les délais. Emmanuel, c'est tout pour moi et je réponds aux questions avec grand plaisir. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation qui est effectivement très technique, mais qui montre la complétude de l'outil. Peut-être deux questions. Une question autour de la dynamique des prix, la fameuse question « Quand vendre ces C2E » Est-ce qu'en tant qu'observateur privilégié et analyste particulier de la thématique, vous avez des conseils, des mouvements qu'on peut détecter un petit peu en disant « Bon, voilà, si vous voyez tel et tel critère, à ce moment-là, c'est plutôt intéressant de vendre a priori », parce que c'est vrai que c'est difficile de faire une prédiction sur les prix, mais est-ce qu'il y a des critères qui peuvent influencer un peu le marché? Et deuxième question, plus par rapport au modèle de C2E Market, financièrement parlant, comment ça se passe pour une collectivité? Est-ce qu'il y a une commission? Comment ça se met en place lorsqu'il y a l'envie de faire appel à vos services? Deux questions à traiter vraiment de manière très rapprochée, synthétique dans la réponse. Merci beaucoup. D'accord. Très bien. Alors, moi je suis pas devin et donc je suis pas capable de vous dire effectivement, sinon je serais déjà richissime. Hein, à quel moment il faut acheter, à quel moment il faut vendre. Ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue risque, il est conseillé de se protéger contre des évolutions de marché qui ne seraient pas favorables. Autrement dit, si vous avez besoin de financer des travaux et que vous avez un revenu de C2E qui vous permet de financer de manière substantielle vos revenus, il faut effectivement les protéger en vendant à terme à travers effectivement un outil comme C2E Market ou en fixant des prix le plus rapidement possible. Je crois qu'en la matière, il faut pas essayer d'optimiser extrêmement finement. Je pense que c'est plus risqué qu'autre chose. La régulation change beaucoup de choses. On a beaucoup de discussions, comme vous le savez, sur les enjeux de modification même de l'obligation de la 5e période, alors qu'elle vient juste de commencer. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Je pense qu'il faut plus raisonner de manière gestion de risque,
vous avez un risque, essayez de le protéger le plus tôt et le plus rapidement possible. Voilà. D'un point de vue coût financier, donc déjà, je répète ce que je viens de dire, hein, nos indices sont complètement gratuits sur leur forme mensuelle, donc voilà, il y a zéro coût de quoi que ce soit. Allez-y, utilisez-les dans vos contrats, ils sont faits pour ça, c'est pour ça qu'on a apporté cette transparence au marché qui manquait. Alors, on a des formes effectivement payantes d'accès à nos services. Si vous souhaitez un prix tous les jours, il y a effectivement un abonnement qui est payant, mais qui correspond à un besoin effectivement qui serait de gestion plus dynamique de votre exposition. En l'occurrence, c'est 200 € par mois si vous avez besoin de ces prix tous les jours. Et puis, il y a une troisième forme qui est la forme initiale de C2E Market, comme nos 23 adhérents, qui est une forme d'adhésion à la plateforme pour exécuter vous-même les transactions, qui va assez peu concerner les collectivités locales, tout simplement parce qu'on a un seuil minimum de transactions qui est de 50 gigawattheures, et j'ai compris que c'était déjà un seuil qui est effectivement assez élevé pour beaucoup de vos adhérents. Et donc, pour ceux que ça intéresse, effectivement, on a des frais d'adhésion qui sont de 5 000 € par an, mais qui correspondent à ceux qui auraient le plus gros volume effectivement à exécuter, et je serais ravi effectivement d'en parler avec eux. Ouais, j'espère que j'ai répondu assez synthétiquement. Très clair. On ne vous entend plus, Guillaume, là. Je crois que le micro a été coupé. Merci, bonne remarque. Merci beaucoup pour vos réponses très claires. Je vous invite peut-être à rester quelques minutes si jamais il y a 2-3 questions en rap qui tombent dans le chat pour pouvoir y répondre directement. Et je repasse la parole à Emmanuel pour notre dernier intervenant. Du coup, pareil, en temps contraint, mais merci encore et bravo aux intervenants déjà qui sont passés pour avoir réussi à faire des interventions denses mais efficaces. Et évidemment, le replay, les PowerPoints seront disponibles. Emmanuel, c'est à vous. Merci Marc pour cette présentation. En effet, ce n'est pas évident de tenir dans ce créneau qui est un peu serré. Donc, pour la dernière présentation, je vais laisser la parole à Nicolas Barrois, donc de DK Consulting, un cabinet de conseil, sur les différents mécanismes de valorisation des C2E. Nicolas, je vous laisse prendre la parole et possession de l'écran. Alors oui, avec plaisir. Je crois qu'il faut que j'attende que Marc ait arrêté la présentation pour pouvoir... voilà, super, je fais ça tout de suite. C'est parfait, vous pouvez y aller. Hop, voilà. Merci beaucoup. Alors écoutez, donc moi je suis Nicolas Barrois, je suis directeur associé chez DK Consulting. Je suis ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous tous sur ce sujet. L'objectif de ce que je vais vous présenter, c'est de vous expliquer les différentes méthodes de valorisation des certificats d'économie d'énergie quand on est une collectivité. Donc, ça sera peut-être un peu touffu et peut-être un peu dense, mais je serai très heureux de répondre à des questions dans un second temps ou même plus tard à la suite de ce webinaire. Concrètement, donc nous, DK Consulting, on a un cabinet de conseil qui intervenons beaucoup sur les sujets C2E, soit pour les grands obligés, délégataires, mandataires et beaucoup d'acteurs du dispositif C2E. Concrètement, aujourd'hui, le dispositif C2E, Marc Gendron l'a présenté, donc il existe depuis plusieurs années, il a atteint sa maturité et il concerne principalement ce qu'on appelle les obligés, qui sont les grands énergéticiens, pour qui le dispositif des C2E représente des vrais enjeux, des enjeux financiers très importants. On a parlé des prix et de la valorisation, notamment de EMI. On a effectivement vécu à la fin de cette 4e période une baisse de la valorisation. Nous, on est assez d'accord avec Marc à savoir qu'il est très probable que cette baisse perdure encore un petit temps sur la 5e période, et puis qu'on retrouve un niveau de valorisation plus proche de ce qui est attendu par la DGEC, autour de 7 à 9 € du méga, avec probablement un gap qui devrait s'accentuer entre les C2E classiques et les C2E précaires. Donc, si on regarde EMI, concrètement, le prix moyen sur EMI sur la dernière année était autour de 7,20 € ou 7,30 € du méga. On va vous expliquer un peu ce que ça représente et pourquoi c'est important de bien comprendre. Alors, une chose importante également, c'est que vous, en tant que collectivité, vous êtes éligible au dispositif des C2E. Ça veut dire que vous n'avez pas d'obligation de produire des C2E, et c'est plutôt une opportunité qui vous est offerte, puisque vous pouvez
on va dire, faire financer en partie les travaux d'efficacité énergétique aux bornes de vos responsabilités, générer des C2E et ensuite les revendre sur le marché et donc faire financer les travaux de cette façon-là. Concrètement, quand on est éligible, comment on peut tirer profit d'une opération C2E? Il y a trois façons, si on simplifie, de faire ça. La première partie, c'est ce qu'on appelait l'accompagnement ou l'externalisation. Concrètement, on donne mandat à un acteur, obligé, mandataire, délégataire, qui va se charger d'identifier les opérations éligibles aux économies d'énergie, qui va constituer le dossier, qui va le déposer soit sur votre compte, soit sur son compte, et qui va vous rétribuer pour la valeur des certificats d'économie d'énergie. Donc, vous allez finalement toucher la prime, ce qu'on appelle la prime bénéficiaire. L'autre façon de faire, c'est d'avoir un rôle plus actif dans la gestion des dossiers C2E. Ça va consister à faire les étapes amont, d'identifier au sein de votre parc de logement, par exemple, les actions qui peuvent donner lieu à économie d'énergie, qui peuvent donner lieu à C2E, et de préconstituer ces éléments et de les faire traiter, de faire préconstituer ces dossiers et de les faire traiter par des structures qui sont expertes de ces problématiques. Donc concrètement, vous faites les étapes amont et la constitution de dossier, le contrôle, la conformité réglementaire, etc., sont confiés à un tiers qui fait une prestation de service pour vous sur ce cadre-là. Et puis la troisième façon, qui est quelque part la plus rémunératrice, mais la plus complexe à mettre en œuvre, c'est l'internalisation. Ça consiste à dire, je suis en capacité, moi collectivité, moi éligible, à identifier des opérations éligibles à l'économie d'énergie. Je sais constituer des dossiers, je sais les contrôler, je sais les déposer et je sais faire l'intégralité du process. Pourquoi c'est important de bien comprendre ces trois façons de faire? Concrètement, quand on dit le prix, la valorisation moyenne des C2E est autour de, mettons, 7,43 €, si je ne dis pas de bêtises, euros par mégawattheure CUMAC, ces 7,43 €, c'est décomposé en plusieurs parties. Il y a une partie qui est la prime bénéficiaire, qui est finalement la partie que touche directement le bénéficiaire qui réalise les travaux d'économie d'énergie. Donc, ça peut être un particulier, si on change une chaudière chez un particulier. Ça peut être vous, éligible collectivité, si les travaux d'économie d'énergie sont faits dans le cadre du périmètre que vous avez en charge. Donc, il y a une partie qui est heureusement la plus importante, qui est la prime bénéficiaire. Il y a une partie de ces 7,43 €, grosso modo, qui consiste en des coûts de traitement. Parce que pour identifier les opérations, pour constituer les dossiers, pour s'assurer de leur conformité, pour gérer potentiellement les contrôles COFRAC sur certaines opérations, il y a besoin d'experts de l'efficacité énergétique et il y a besoin également de ressources administratives qui se chargent de collecter les pièces et de s'assurer qu'elles sont conformes et de les déposer. Donc, il y a des coûts de traitement que, grosso modo, on évalue à peu près à 1 € du méga. Et puis, il y a la marge des acteurs qui réalisent ça, qui peut fluctuer, en fonction de est-ce qu'on parle à un délégataire, est-ce qu'on parle à un mandataire. Mais grosso modo, il y a forcément des acteurs, les acteurs dont c'est le métier, font une activité autour de ça et prennent une marge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que surtout, donc si on regarde, c'est 1 € qui consiste donc les coûts de traitement de 1 €. La répartition de la valeur sur cette partie-là n'est pas homogène. Concrètement, la partie qui vraiment apporte de la valeur, c'est la partie amont, qu'on peut rappeler un peu commerciale, qui consiste à identifier des opérations qui peuvent donner lieu à certificat d'économie d'énergie et à pouvoir s'assurer de leur éligibilité et donner une notion de chiffrage. Donc ça, finalement, ça représente dans le coût de traitement d'un dossier C2E, grosso modo, 40% de la valeur. Donc c'est deux étapes qui sont assez courtes et assez, on va dire, rapides, mais
qui représente la grande partie de la valeur. Parce qu'après, quand on est dans la constitution de dossier, dans le contrôle unitaire, dans la gestion des contrôles par un organisme de COFRAC, dans la dépôt, etc., on est dans des tâches administratives qui, quelque part, apportent moins de valeur sur le processus. Donc, c'est 1 euro du méga. Il y a une part importante qui est constituée par les étapes amont d'origination et de chiffrage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des différentes modalités de traitement des dossiers des dossiers C2E qu'on met en œuvre, quand on est un éligible, on capte une part de la valeur différente. Si vous externalisez, si vous confiez à un tiers la gestion de vos dossiers C2E, concrètement, vous allez toucher la partie qui correspond à la prime bénéficiaire, puisque vous êtes le bénéficiaire concrètement. Donc, ça veut dire que la partie traitement ne sera pas à votre charge, mais vous n'aurez pas, entre guillemets, les fees associés. Et puis, la marge, quelque part, vous échappe aussi, puisque l'intégralité du sujet est traitée par un tiers. Si vous êtes dans un mode conciergerie, vous allez à la fois avoir la prime bénéficiaire, mais vous allez également être en charge de la partie amont, de la partie commerciale, qui finalement représente une part importante de la valeur. Et puis, vous allez fonctionner avec des structures donc, qui assurent cette conciergerie et qui prennent une part, on va dire une marge beaucoup plus faible. Donc concrètement, si dans le cadre de l'externalisation, vous touchez, pour simplifier, de l'ordre de 77% de la valeur du dossier C2E, dans un mode conciergerie, vous avez besoin d'être plus actif, vous avez besoin de mettre en place des actions, de disposer de ressources, mais vous touchez plus de valeur. Et puis, dans un mode internalisation, c'est vous, finalement, éligible, qui captez la majeure partie de la valeur. Si on détaille un peu ce que ça donne, mettons qu'on prend par exemple une collectivité, un ensemble de collectivités qui génèrent, mettons, 400 gigawattheures par an. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tous les acteurs, c'est quand même un acteur important. Mais donc, une collectivité ou un ensemble de collectivités qui peut générer de l'ordre de 400 gigawattheures par an, si cette collectivité peut par exemple disposer d'un expert interne, donc d'une ressource dédiée, qui va être en charge de ces activités d'origination et de chiffrage, qui va pouvoir aller voir les parcs de logement, aller identifier des opérations éligibles au C2E, cet expert, cette ressource va coûter, hein, il y a de la masse salariale associée, mais cette ressource, cet expert va pouvoir être en charge des étapes amont qui représentent grosso modo à peu près 40 centimes par mégawattheure cubac. Donc, in fine, si on a un expert qui, pour simplifier, coûte de l'ordre de 96 000 euros en masse salariale, il va être en capacité, par son action d'identification, d'origination, de chiffrage d'éligibilité, de faire gagner à la collectivité sur ce sujet C2E de l'ordre de 160 000 euros pour une collectivité qui génère 400 gigawattheures cubac par an. Donc, il y a un gain net de l'ordre de 64 000 euros. Alors, ça c'est une vision très macro, très simplifiée, parce qu'il y a des façons de réguler un peu ça. On peut avoir un expert interne qui est affecté au sujet d'efficacité énergétique, mais qui, par exemple, fait d'autres tâches. Il n'est pas obligé d'être à 100% sur ce sujet origination, chiffrage et éligibilité. Donc, ça peut quelque part améliorer un peu le gain net. D'un autre côté, cet expert, qui peut être un expert sur les sujets d'efficacité énergétique, il va probablement falloir faire en sorte qu'il soit vraiment très au fait de ces sujets C2E, très au fait des opérations éligibles C2E. Donc, il y a peut-être une formation, un maintien en compétences à assurer, qui peut un peu réduire le gain net. D'autre part, là, on a fait une étude très macro pour une collectivité ou un ensemble de collectivités qui génèrent, mettons, 400 gigawattheures cubac. Il faut peut-être, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, mener un peu une étude amont pour faire un peu un business plan et dire, OK, si effectivement,
je prends en charge telle ou telle partie du process, je vais être en capacité de générer pour ma collectivité un gain de tel ordre. Donc, typiquement, si on veut se sécuriser et faire ce type d'études, il y a un coût et donc ça réduit un peu le gain net. Pour un peu résumer, et pour essayer de vous donner les clés, nous, on a envisagé différentes situations avec différentes préconisations. Alors, encore une fois, qui sont très macro, qui nécessitent probablement d'être affinées, d'être précisées, mais pour vous donner un peu une idée. Si vous êtes un petit acteur, un petit éligible, entre guillemets, que vous êtes en dessous d'un potentiel d'origination de 100 gigawattheures CUMAC par an, et que vous n'avez pas forcément de ressources dédiées à ces sujets d'efficacité énergétique, probablement que la bonne façon de faire, c'est de vous adresser à une structure qui va externaliser ça, qui va prendre en charge ça pour vous. Ou éventuellement, ça c'est l'autre option, d'organiser des regroupements pour finalement changer de catégorie. Parce que tout seul, avec peu de ressources à affecter à ça, ça peut être compliqué de vraiment gérer ces sujets. Donc, pour des petits acteurs, des petits éligibles, on conseille généralement soit une externalisation, et nous, on connaît beaucoup d'acteurs qui seraient ravis de traiter ce sujet pour le compte des petits éligibles, soit éventuellement un regroupement qui permet d'atteindre un seuil différent. Bon. Si vous êtes un éligible pour manière de taille moyenne, que vous générez entre 200 et 500 gigawattheures CUMAC par an, et peut-être que vous êtes en capacité d'avoir une ressource dédiée sur ces sujets d'efficacité énergétique. Ça veut dire quelqu'un qui est attaché à votre collectivité, qui est en capacité d'aller faire le tour d'un parc de logement, d'aller faire le tour d'équipements tertiaires, etc., et d'identifier des opérations éligibles potentiellement au certificat d'économie d'énergie. Là, probablement que la bonne façon de faire, la meilleure façon pour valoriser, c'est de se doter de ce type de ressources ou d'affecter ce type de ressources au sujet C2E et de faire traiter les dossiers C2E par une structure type conciergerie. Et si vous êtes un éligible de taille vraiment importante, que vous avez des capacités d'origination fortes et potentiellement, juste parce qu'on a vécu le cas, que vous avez des ressources plutôt de type administrative que vous pouvez allouer à ça, la bonne façon de faire, c'est peut-être d'internaliser pour dire, OK, finalement, on est en capacité de faire des étapes amont, d'identifier les opérations. On est en capacité aussi de constituer les dossiers et de s'assurer de leur conformité réglementaire, parce qu'on a des experts de l'efficacité énergétique et parce qu'on a des ressources administratives qu'on peut allouer au traitement opérationnel des dossiers C2E. Et dans ce cas-là, la bonne façon de faire et la façon qui permet de valoriser au mieux le sujet des C2E aux bornes de votre collectivité, c'est d'internaliser. Alors, ça ne se fait pas comme ça, hein, pour être complètement transparent. Il faut mettre en place des équipes, il faut former ces équipes, il faut mettre en place des processus, il faut avoir les outils qui permettent de recevoir les dossiers, de les contrôler, de les déposer. Donc, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais in fine, en fonction de votre situation, le retour sur investissement peut être clairement favorable si tant est que vous êtes dans ces acteurs qui ont une taille critique qui permet d'internaliser. Voilà. Alors, je vois que je n'ai pas regardé la question, je suis désolé. Donc, je vois qu'il y avait un certain nombre d'interactions. Voilà, moi, c'était voilà, ce que je pensais devoir pertinent de raconter sur ce sujet. Merci Nicolas pour cette présentation très intéressante. Alors, il y a quelques questions. La plupart ont déjà trouvé leur réponse a priori en regardant le chat, donc je vais quand même en sélectionner. Donc, j'en avais une. Donc, entre les différents mandataires, quel est le taux de rémunération à ne pas dépasser?
Qu'est-ce que vous conseillerez afin que la collectivité ne se voit pas trop en pâtir de cette marge? Ouais, c'est compliqué de répondre comme ça. Déjà, les mandataires, à partir du moment où ils traitent l'intégralité des dossiers, forcément, il y a ce coût de traitement qui est assez incompressible et qu'il faut intégrer. Après, concrètement, la bonne façon de faire, hein, c'est de mettre les acteurs en concurrence, de mettre en place des appels d'offres pour solliciter les acteurs, mandataires, délégataires, et voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en fonction de leur situation propre, parce que voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer sur ce type de sujet. D'accord. Alors, j'ai une autre question, mais je pense que la réponse figure dans le chat. Je vais quand même la poser. Est-ce que le fait de passer par un mandataire peut permettre de s'affranchir du seuil de dépôt émis? Alors oui, effectivement, il y a deux possibilités quand on externalise complètement. Soit l'acteur dépose sur le compte de l'éligible, et dans ce cas-là, a priori, il faut être dans les 50 gigas. Soit, ce qui est possible également, c'est que l'acteur qui traite les dossiers dépose sur son compte à lui pour regrouper avec d'autres acteurs qui n'atteignent pas les 50 gigas. Je dirais que c'est assez… Voilà, les deux modalités se font pour, encore une fois, les petits éligibles qui ont peur de ne pas atteindre les 50 gigas ou alors de devoir attendre plusieurs opérations et donc parfois des délais assez longs pour atteindre ces 50 gigas. Il est probable de regrouper et donc de regrouper sous la bannière d'un mandataire ou d'un délégataire en l'occurrence, qui peut regrouper avec plusieurs de ses clients. D'accord. Merci Nicolas. Je regarde les questions. Il y en a une qui est un petit peu longue, je vais quand même la poser. Donc, pour une commune, la signature d'un partenariat avec un obligé est assez lourde administrativement et la phase de récupération des données auprès des artisans est également compliquée. Je ne vois pas trop le processus. Je ne vois pas trop le processus en créant directement un compte sur EMI. La question est, quelle est la méthode la plus efficace et rapide pour ceux qui ont testé les deux méthodes? Alors, normalement, quand on signe… ah oui, effectivement, les éligibles, pour que leur dossier soit constitué, ils doivent faire en sorte que, on va dire, les éléments arrivent chez l'acteur qui valorise. Normalement, en fonction des partenariats qui sont signés, les acteurs, donc obligés, délégataires, mandataires, peuvent être en charge d'aller récupérer ces pièces, de faire en sorte que la partie collecte des informations et collecte des pièces soit de leur responsabilité. Donc, je pense que quand on signe un partenariat, quand on est un éligible et qu'on signe un partenariat avec un acteur obligé, délégataire ou mandataire, il faut faire en sorte que quelque part, ils prennent en charge l'intégralité du process et que ce soit eux qui soient moteurs pour la constitution des dossiers. Merci Nicolas. Et une toute dernière question, mais je crois également sa réponse figure dans le chat, mais je vais quand même vous la poser. Pour les petites communes, est-il possible que l'entreprise qui réalise les travaux réalise cette démarche au dépôt de dossier, comme pour les particuliers? Alors, pour les petites communes, pardon? Pour les petites communes, est-il possible que l'entreprise qui réalise les travaux réalise cette démarche de dépôt de dossier? Alors, oui, c'est possible. Certains acteurs, certains installateurs, certains professionnels ont des accords avec des obligés, des délégataires et peuvent finalement faire en sorte de prendre sur eux la charge de constitution administrative des dossiers. Donc, effectivement,
certains installateurs, certains professionnels peuvent prendre ça en charge et même, je dirais, faire dans certains cas ce qu'on appelle la réduction sur devis. C'est-à-dire plutôt que de dire, bah, voilà, on va faire des travaux, vous allez me payer 100% et puis ensuite vous allez constituer le dossier et le déposer, c'est que on intègre au devis la réduction liée au fait que les C2E vont prendre une partie des travaux. Donc, c'est possible, dans certains cas, de faire en sorte que les professionnels réduisent leur devis du montant de la valorisation des C2E. Okay. Je pense que la réponse est assez claire. Il n'y a pas d'autres questions. De toute manière, nous allons nous rédiger une FAQ avec toutes les questions et les réponses. Donc, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Je remercie donc tous les participants, Marc Gendron, Léonard de Garlache, Marc Larosa et Nicolas Barrois pour vos participations et vos présentations. Je vous donne rendez-vous le 10 mars et le 31 mars pour le deuxième et le troisième webinaire, donc sur les retours d'expérience sur les valorisations des C2E. Donc, il y aura des retours d'expérience de syndicats, de mandataires, de fournisseurs d'énergie. Donc sur leur valorisation qu'ils ont pu effectuer pour les collectivités ou directement en interne auprès des collectivités. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les participants et tous ceux Merci pour l'invitation. Bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Au revoir, Marc. Au revoir.